Ça y est, après 11 ans et 22 films, la saga de l'infinité, comme l'a rebaptisé notre ami Kevin Feige, a pris fin. Comme vous pouvez vous en douter, je vais violemment spoiler le film, non pas par plaisir ou par fainéantise, mais comme je compte expliquer en quoi le film n'a aucun sens, je serai obligé de balancer énormément de points d'intrigue. Du coup, je me suis dit que j'allais y aller tranquillement au niveau du reste de la review, et pas trop me faire chier. Bon, l'autre raison est que les fanboys ont tellement peur du moindre petit spoil que personne n'ira lire ou écouter une critique avant d'avoir vu le film, ce qui me laisse donc une liberté totale. Remarque, si un fanboy passe dans le coin, ça risque de mal finir. Bon, on va revenir en arrière en vitesse. À mes yeux, les 3 films Captain America sont les meilleurs films du MCU. J'ose même le dire, en dehors du MCU ou du film de super-héros, je les trouve très bons. Logiquement, voir les scénaristes des 3 films et les réals des 2 derniers se retrouver à la tête du diptyque qui va enfin clore l'histoire des pierres d'infinité, ça m'enthousiasmait à mort. Et puis l'excellente manière dont ils étaient parvenus à impliquer un grand nombre de personnages dans Civil War était une parfaite démo de la manière dont ils allaient gérer le trop-plein de personnages. Et c'est là qu'a eu lieu la douche froide. Bordel, Avengers Infinity War est vide. De l'aveu même des réalisateurs, il y avait tellement trop de personnages qu'ils ont décidé de réduire l'intrigue au strict minimum. Et putain, ça se voit tant, ça raconte pas grand chose. Pour tout dire, je suis rentré dans la salle en sachant exactement ce qui allait s'y passer, et je suis sorti en réalisant que le film que je m'étais fait dans ma tête était meilleur. Sachant que Thanos va gagner puisque le film aura une suite directe, on se doute bien que parmi les Avengers, beaucoup vont y passer. Et c'est le cas, oui, mais seulement 2 de la main de Thanos, le reste, c'est le snap. Et on sait pertinemment que le snap va être défait, puisque parmi les tombés, certains ont des films en tournage ou annoncés. Donc forcément, passer 2h30 à en avoir rien à foutre de ce qu'il se passe, ça la fout mal. Mais bon, je ne vais pas m'éterniser dessus, j'ai déjà parlé du film dans Bug, et je vous mets le lien dans la description. Arrive alors ce endgame, qui ne peut être que mieux. Exit les 25 000 personnages, rebonjour équipe réduite. Tout est en place pour que ça marche. Et ça dure 3 heures, donc il y a plutôt intérêt que ça se pose un peu sur les personnages, et surtout sur une intrigue solide. Et là j'avoue, j'ai pas été à l'aise au début, hein. Putain, le premier quart d'heure est rushé à mort. C'est horrible, limite honteux, compte tenu de la durée du film. Tout est précipité, t'as l'impression que les mecs ont balancé la première demi-heure du film en condensé. Et t'as même pas d'introduction pour Captain Marvel. Faut avoir vu la scène post-générique de son film solo. Et même avec ça, ça fait rusher puisqu'il n'y a aucun suivi. C'est abominable. Je veux dire, en 15 minutes, t'as le retour sur Terre de Stark. T'as les survivants qui veulent leur revanche, ils retrouvent Thanos, vont le choper et le butent. Il y a limite plus d'intrigue dans ces 15 pauvres minutes que sur 2h30 de Infinity War, et j'exagère à peine. Et c'est là que ça devient intéressant. On arrive 5 ans plus tard, les survivants tentent de mener une vie plus ou moins normale. Le film se repose enfin sur ses personnages, et j'ai trouvé qu'il y avait de vrais beaux moments. Faut dire que j'ai jamais vraiment ressenti la moindre émotion devant 90% des films du MCU. On est trop dans la blague pour la blague, chaque tension dramatique est désamorcée, donc j'en ai vite rien à foutre. Un peu comme les scénaristes en fait. Mais là ça marche. Lorsqu'on retrouve Stark avec femme et enfant, on se prend à espérer un film qui sera de cette teneur. On est dans un pur drama. Mais en fait, dans cet ordre d'idées qui marche, on a aussi le pré-logo. On appelle ça un cold open dans le milieu de la télé quand il y a un générique ou un teaser ou bien simplement un pré-générique. Moi j'appelle ça un pré-logo puisque c'est la scène qui arrive juste avant le logo Marvel. C'est pour ça que j'ai si mal vécu le quart d'heure qui suit. Dès qu'on est posé avec les personnages, il y a quelque chose qui se crée. Parce que même sur ces 15 minutes, quand Stark arrive et que Rogers l'aide à marcher, leur échange est très court mais réussi. J'imagine si le reste avait suivi à quel point ça aurait pu avoir de la gueule. Des scènes comme ça, il y en a quelques-unes. Scott Lang, alias Ant-Man donc, qui retrouve sa fille, c'est simple mais efficace. Ou encore Black Widow, qui s'inquiète de ce qu'est en train de faire Hawkeye. Je sais pas si c'est la culmination de ces 11 années, mais bordel, ouais, ça marche. Malheureusement, ça peut pas durer éternellement et le film se doit de lancer son intrigue principale. On revient sur quelque chose de beaucoup plus léger donc, mais fort heureusement pas pour autant vide d'intérêt. Endgame a beaucoup plus de gueule que Infinity War. Bref, passé la première heure, on arrive sur une grosse partie de pur fanservice et aussi et surtout sur les points les plus problématiques du film, mais ça j'y reviendrai plus tard. Le côté fanservice est du niveau d'un Marvel moyen, hein, c'est-à-dire que c'est très sympathique et pas désagréable à suivre. Ça pourrait presque être une tagline sur l'affiche en fait. Si vous aimez bien les films Marvel, vous aimerez bien. Sinon, bah, vous pourrez tweeter ou faire un statut Facebook pour attirer les likes. Enjoy, comme on dit. C'est surtout sur la dernière heure
qu'on va se reposer. Le grand final, le climax épique vendu depuis un long moment. Oh putain, Thanos, il va en buter du Avengers survivant. Alors ouais, hein, pour ceux qui s'en cognent et écoutent cette review sans avoir vu le film, oui, Thanos est mort au début, mais il est de retour quand même. Je vous explique ça plus tard, mes loulous. Donc on s'attend à une hécatombe, ça va être violent, les Avengers défont le snap de Thanos et la moitié de l'univers qui avait disparu revient. Qui va mourir? C'est la grande question que tout le monde se pose depuis au moins 2 ans. Eh ben, pot de zob les gars, Black Widow s'est sacrifié en milieu de film, et durant le combat final, il n'y aura que Stark, alias Iron Man donc, qui y passera. C'est tout. Et c'est même pas Thanos qui le bute, puisqu'après avoir été une réelle menace dans Infinity War, il rejoint la horde de bad guys pas terribles qu'on s'est coltiné tout au long de ces 20 films. C'est dingue comme le personnage a perdu de sa superbe. Je trouvais déjà qu'on l'avait grandement survendu dans le précédent film, considéré par beaucoup comme un des meilleurs bad guys de l'histoire du cinéma. On va se calmer, hein. Mais au moins il était vraiment menaçant. Ici, ouais, peut-être au début, quand il affronte à lui seul Iron Man, Captain America et Thor. Meilleur moment du combat final d'ailleurs. Après ça, tous les autres personnages du MCU qui avaient disparu suite au snap débarquent et la grosse bataille finale peut démarrer. Et c'est frustrant de voir l'absence d'un vrai point de vue de mise en scène. Il n'y a rien d'original, il n'y a pas vraiment d'idée ou quoi que ce soit. Les événements s'enchaînent et on s'en cogne un peu. Alors qu'on soit bien clair, hein, c'est chouette à regarder, c'est fun, et voir autant de persos débarquer pour la castagne, ça fait franchement plaisir. Mais il n'y a personne qui est mis en valeur. À part le trio de tête cité, les autres apparaissent en court instant pour être remplacés par un autre. Certains font carrément de la figuration. C'est un climax à la Marvel, quoi. C'est plein d'effets spéciaux partout, tout le temps, mais on est quand même loin d'une bataille épique comme on a pu en voir dans Le Seigneur des Anneaux. Très loin. D'ailleurs même, ce dimanche aura lieu une énorme bataille dans Game of Thrones. Je suis certain qu'elle sera plus ambitieuse, épique et émouvante que celle-ci. Et bien que j'apprécie Game of Thrones, je fais partie de cette minorité à trouver la série un poil surestimée. Donc ce n'est pas le discours d'un fanboy. Mais rappelez-vous qu'à l'époque de la bataille des bâtards, le film Warcraft sortait en salle. Et c'était l'humiliation totale pour lui. Parce qu'avoir un budget c'est une chose, mais le savoir-faire en est une autre. Et force est de constater que là-dessus, Game of Thrones défonce. Quoi qu'il en soit, la grosse bataille a lieu et arrive le moment le plus attendu. Qui que c'est qui va tuer Thanos? On a commencé par Thor au début du film et cette fois c'est Iron Man qui s'y colle. En utilisant les pierres d'infinité, à son tour, il te fait un claquement de doigts. Thanos et sa horde disparaissent, mais Stark s'y retrouve mortellement blessé. Et c'est donc une sortie en sacrifice pour Iron Man et non pas bêtement tué par Thanos. Et je trouve ça très bien. Sa sortie est réussie. Pas un dernier dialogue en forme de blague, non. Moment solennel. Mais bon, vous me connaissez depuis le temps, je suis obligé de pinailler. Parce que si je maintiens que je trouve cette séquence-là réussie, ce qui suit n'est pas au niveau. En fait, en moins de temps, et là je vais vous spoiler un autre film, à savoir Spider-Man Into the Spider-Verse, donc si vous ne voulez rien savoir. Bref, en moins de temps, la mort de Peter Parker parvient à avoir un plus grand et gros impact. Pourtant, le sacrifice de Stark est plus grand, Spider-Man mourant dans un combat qui se déroule sous terre, caché de tous. Mais le problème ici, c'est l'après. Chez Stark, il n'y a que les Avengers et personne d'autre. On est en vase clos. La mort de Spider-Man dans Into the Spider-Verse est annoncée au public qui découvre également son identité. On voit l'horreur affichée sur le visage des New-Yorkais. Comme le nôtre, ne pouvant croire que ce personnage puisse mourir après si peu de temps de présence à l'écran. Leur peine, leur choc, leur dégoût, on le ressent. Alors qu'Iron Man, personne n'en parle vraiment. Et encore une fois, compte tenu de la durée du film, il est presque honteux de ne pas s'y pencher. Cette absence de point de vue externe, c'est un peu tout le problème du diptyque. Car si on ne voit personne découvrir la mort d'Iron Man, on ne voit en réalité quasiment personne durant tout le film, y compris sur Infinity War, puisqu'au début, les rues sont très vite vidées. Et c'est ça qui manque à ces films, du super-héroïsme, chose présente dans les 2 premiers Avengers, raison pour laquelle, malgré mes grosses réserves sur le film, l'ère d'Ultron reste mon Avengers préféré. Évidemment, je chipote, hein. Mais ça me semble mine de rien important. À côté de ça, la conclusion de Captain America est aussi une belle fin, quoique assez mal amenée. Ça sent un peu le forcing et ça va vite. Comme beaucoup trop de choses dans le film, de toute façon, c'est normal de ne pas voir les 3 heures passées, puisque l'intégralité du film ne cesse de sauter d'une scène à l'autre avec hâte. Heureusement, ça n'est jamais aussi horrible que sur le premier quart d'heure. Mieux géré, mieux écrit peut-être, mais le rythme est soutenu. Faudrait pas qu'on s'ennuie, quoi. Du Marvel en somme. En bref, c'était une chouette conclusion, hein, sans aucune prise de risque. Évidemment, on est dans le MCU. Dommage, vu la toute-puissance du truc, ils peuvent se le permettre. Mais s'en étonner encore après 22 films, ça n'a plus de sens.
encore moins que le film lui-même. Car oui, nous y voilà enfin. Ou comment faire compliqué quand on pouvait faire simple. Donc, voyager dans le temps pour sauver tout le monde, c'est bien. Mais le voyage temporel, c'est aussi et souvent très compliqué. Je suis fan de Doctor Who et d'épisode en épisode, ça se contredit et passe d'une théorie à l'autre. C'est incohérent, mais c'est le jeu. Ça ne gâche en rien quoi que ce soit. Juste que si l'on s'intéresse au sujet dans la vraie vie véritable de la réalité réelle, et si on s'y penche un peu, ça choque. Avec Avengers Endgame, les frères Russo ont pris le truc par le cul et violemment. Alors à ce stade, il faut savoir que le voyage dans le temps, c'est qu'une théorie. Tant que ça n'existera pas, on ne saura pas. Il y a plusieurs écoles, parmi elles, celle qui dit que voyager dans le temps nous laisse une liberté totale pouvant changer les choses. De cette manière, on crée une réalité alternée. C'est chaud, demandez à Marty. Le mec est revenu de 1955 pour réaliser que toute sa famille, et donc sa vie entière, n'est plus celle qu'il connaît. Puis il y a une autre, ma préférence à moi, comme dirait mon ami Julien, utilisée dans Lost également, une de mes séries préférées, comme de fait. Ce qui s'est passé, c'est passé. Vous ne pouvez rien y changer. Si vous remontez le temps, alors le passé devient votre présent. Qu'est-ce que dites ? La ligne du temps n'est pas courbe, c'est une ligne droite. Vous avez courbé votre ligne de vie sur la ligne du temps, pour changer d'époque, mais votre futur reste votre avenir incertain, même s'il est dans le passé. Vous me suivez toujours ? Donc en voyageant dans le temps, ce n'est pas parce que vous êtes en vie en 2018 que vous ne pouvez pas mourir en 1985. Vous faites partie intégrante et ce depuis toujours de cette époque. Donc, quelles que soient vos actions, elles n'auront pas d'impact sur l'avenir puisque l'avenir de cette époque existe déjà. Vous l'avez vécu. Bref, j'espère avoir été assez clair parce que, à ma grande surprise, c'est la théorie avancée dans ce endgame. Donc l'idée est simple, on voyage dans le temps pour récupérer les pierres d'infinité, on défait ce qu'a fait Thanos, on sauve tout le monde, ceux qui ont disparu suite à son claquement de doigts, les autres sont donc bien morts, Loki, Gamora, Vision, wait for it. La suite de l'idée, il chope les pierres, et puis une fois tout le bordel réglé avec perte et fracas, genre il y a de morts en fait, on remonte à nouveau le temps une dernière fois pour remettre les pierres là où elles ont été prises. Ainsi les événements ont lieu, pour de bon, Thanos, le snap, tout. Mais tout est aussi réglé. Pas mal non ? Certes ça nique complètement l'intérêt du précédent film, mais au moins il existe bel et bien dans la temporalité des événements, et ça reste cohérent avec la théorie du voyage dans le temps employée. J'approuve. Et c'est là que la sodomie commence. Parce que les gars, 15 minutes plus tard, ils commencent déjà à contredire totalement leur théorie. Et rien ne se passe comme prévu. On revisite donc plusieurs films du MCU lorsque les Avengers ont été en contact avec les pierres d'infinité. Ainsi, ils savent où aller et doivent le faire discrètement sans se faire remarquer. On revient donc sur The Avengers 2012, Thor The Dark World 2013, Les Gardiens de la Galaxie 2014. Et c'est le festival du bordel à l'incohérence. Exemple, 2012. Loki récupère le Tesseract et l'utilise pour s'échapper. Thor ne le ramène donc jamais sur Asgard et les événements de Thor 2 et Thor 3 n'ont pas lieu. Bon, là on peut aisément imaginer que Loki va refaire le malin entre Avengers et Thor 2 et que la timeline sera corrigée d'elle-même. Mais ce serait trop beau, évidemment que Kevin Feige l'a gardé en vie, le perso est devenu tellement naze qu'il est populaire, Loki est donc en vie, créant une incohérence majeure avec la suite des événements. 2013, ce sera rapide puisque les événements qui ont lieu ont aussi peu d'importance que le film Thor 2 en lui-même, jusque Thor se vole son propre marteau. Du coup, en milieu de film, Thor se retrouve sans son arme pour la suite du film et Avengers 2 et le début de Thor 3. C'est ballot quand même, C'est déjà gros, non ? Attention, voici le clou du spectacle. En 2014, Thanos, Gamora et Nebula s'en vont en 2023. Première chose, Nebula version 2023 tue la version 2014. Elle devrait donc cesser d'exister, mais non. Deuxième, Gamora découvre son futur, elle est confuse, elle fout le camp. Les Gardiens de la Galaxie 3 suivra donc cet événement. Sauf que si Gamora n'a jamais tenté de récupérer l'orbe que possède Star-Lord, les événements des deux gardiens ainsi que de Infinity War ne peuvent avoir lieu puisqu'elle n'est pas présente. Et enfin, troisième, Thanos et toute sa horde se font dézinguer. Du coup, Thanos n'a jamais pu retourner en 2014 pour que la suite des événements puisse avoir lieu. Donc Thanos n'a jamais récupéré toutes les pierres d'infinité et Infinity War n'a donc jamais eu lieu. J'ai zappé volontairement les détails, nombreux qui eux aussi viennent foutre la merde préférant me contenter du plus gros. Alors oui, c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit, donc je réponds directement à ça. En effet, Thanos meurt en 2023.
Mais c'est justement ce qui coince. Le Thanos de 2014 meurt en 2023. Donc il n'y a plus de Thanos présent jusqu'aux événements de Infinity War. La date à laquelle il meurt n'a pas d'importance, c'est l'époque d'où il vient qui compte. Car même en usant d'une autre théorie sur le voyage dans le temps, voir les choses de manière non linéaire et non subjective, pour citer le docteur, les faits sont les faits. Si la version 2014 de quelqu'un meurt, peu importe quand, il est mort. Point. L'une des règles de base du cinéma, ou dans la fiction en général, est d'établir des règles que l'on respectera. Si on commence à tout chambouler à mi-parcours, le spectateur peut se mettre à se poser des questions et ainsi sortir du récit. Si ça arrive, comme c'est le cas ici avec Endgame, ça pose un problème. En clair, si vous dites que vous ne pouvez pas modifier les événements en voyageant dans le temps, alors vous ne pouvez pas modifier les événements. C'est un fait établi par les règles du film lui-même. Et j'en vois déjà venir me dire que je fais mon enculeur de mouche, que je pinaille, etc. Mais en fait non, c'est tellement la fête du slip dans ce film que c'est pas juste une mouche qui se fait enculer sous nos yeux. Il y a une putain d'orgie dans l'anus d'un éléphant. C'est hallucinant et ces choses-là sont impossibles à ne pas voir. On peut en faire abstraction si on veut être indulgent, mais ne pas les voir, c'est impossible. Et si j'insiste tant, c'est pour deux raisons. La première est qu'ils se sont eux-mêmes perdus dans ce délire pour avoir voulu faire compliqué quand ils auraient pu faire simple. Il suffisait d'introduire le multivers. Si vous voulez tant que ça que Loki vive, bah déjà, fallait pas le tuer pour faire mouiller les fangirls. Mais soit. Allez dans un autre univers où il existe toujours. Vous vouliez sauver Gamora? Pareil. Vous souhaitez un nouvel affrontement avec Thanos? Encore une fois, il existe un Thanos dans un autre univers. Il y avait énormément de manières de faire qui n'auraient causé aucune incohérence de ce type. Pas la moindre. Parce que l'idée de base, j'aime bien. C'est juste qu'ils s'y sont perdus dès qu'ils ont décidé de tout foutre un peu en l'air. Vous pouvez invalider la théorie du voyage dans le temps employée, mais vous ne pouvez pas changer un fait. Si votre vous de 2014 meurt, alors le vous de 2018 cesse d'exister. Point. C'est un fait indéniable. Ou bien ça crée une réalité alternée. Mais ce n'est pas le cas ici. Et c'est le bordel. C'est toujours difficile de rester cohérent quand on joue avec ça. Mais c'est possible, il suffit de respecter son parti pris de base. Terminator en est un parfait exemple. Terminator 2 aussi. Le seul souci ici, c'est que les films se contredisent l'un l'autre. Mais en l'état, chaque film séparément tient la route. Dans un autre genre, Looper de Rian Johnson est parfaitement maîtrisé pour peu que vous adhériez à son fonctionnement. Du début à la fin, le film fonctionne avec une logique implacable. Une incohérence n'est pas forcément le signe d'un mauvais film. Retour vers le futur 2 en est bardé et c'est un de mes films de chevet. Je le précise car je veux bien insister sur le fait que je ne suis pas là pour dire que Endgame est nul à cause de son problème de cohérence. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un cas unique et que le sujet est compliqué. Et c'est d'autant pire qu'ici, grâce aux matériaux d'origine que sont les comics, ils avaient non seulement beaucoup plus d'options, mais surtout des options déjà pensées et travaillées qui n'auraient laissé aucune faille. Avec entre autres le multivers, c'est infaillible. On arrive donc sur la deuxième raison qui fait que je ne peux pas fermer les yeux sur tout ce bordel. Les fans n'arrêtent pas de s'enthousiasmer autour du MCU, proclamant son génie et sa cohérence absolue de film en film, ainsi que son souci du détail pour au final dire un truc et montrer l'exact opposé 15 minutes plus tard. Un peu comme l'enfant au masque d'Iron Man dans Iron Man 2, qui est en réalité Peter Parker. Énormément de fans s'excitent autour de ça, et du fait que le MCU pense à tout, jusqu'au moindre détail. Mais c'est faux! C'est un délire de fan qui a été canonisé par Kevin Feige une fois que Spider-Man a rejoint le MCU, rien de plus. Mais il y a une forme de folie absolue autour de cette franchise qui défie toute logique, et du coup personne ne semble se soucier de ce problème énorme. Avengers Endgame n'a absolument aucun putain de sens. Évidemment, ça n'empêche en rien l'appréciation du truc. J'ai globalement beaucoup aimé Endgame, c'est juste que l'idée de mettre son cerveau sur off devant un film, c'est pas pour moi. J'ai toujours trouvé que c'était une excuse de la part de gens pas très malins et voulant défendre ce qu'ils aimaient quand on en disait du mal. Je suis désolé pour eux ou pour vous si vous en faites partie, mais je pense qu'on, le public, mérite mieux et que l'effort peut être récompensé. Y a qu'à voir l'état actuel du jeu vidéo bien supérieur au cinéma et aux séries télé. Parce que merde! Comment on peut rater son truc de telle manière? Il y a un film qui a tenté la même chose avec bien plus de succès il n'y a pas si longtemps que ça. X-Men Days of Future Past. Le film auto-reboot la saga via le voyage dans le temps. Rien n'est effacé, tout s'est produit, mais avant. Bon, ça n'empêchera pas le film suivant de tomber dans l'excès d'incohérence, mais ça c'est encore un autre problème. En l'état, X-Men a mieux réussi son pari sur le voyage dans le temps. Et quand on connaît la prétention qui habite Kevin Feige et toute sa clique du MCU, ça la fout mal. Surtout quand, et désolé de me répéter, l'introduction du multivers aurait réglé tous les problèmes sans exception.
Donc voilà, c'était mon point voyage temporel et c'était Avengers Endgame qui clôt la première partie du Marvel Cinematic Universe. Du coup, maintenant, on parle du fait que les événements de Spider-Man Far From Home ont donc lieu en 2023, mais que personne n'a vieilli, car entre la disparition et la réapparition, le temps n'a pas eu de prise sur eux, non ?